Bonjour tout le monde et bienvenue au compte de carrière 2022. Moi, je m'appelle Alex Gunasilan et je suis un ingénieur de programme avec Environnement et Changement climatique Canada et j'ai le plaisir d'animer la session d'aujourd'hui intitulée Ce n'est pas encore fini, s'outiller pour la suite du processus. Notez que cette session est offerte en français, mais qu'une session en anglais sur le même sujet est présentée simultanément. Please note that this is a French session, but that an English segment on the same subject is being held simultaneously in a different webinar. If you prefer attending the English session, the link to that session is available in the chat. Donc, pour commencer, je tiens à souligner que je suis à Gatineau, qui est à la région de la capitale nationale. Ce territoire sur lequel je suis situé pour cet événement est le territoire non cédé du peuple algonquin-anishinaabe. Certains d'entre vous viennent de la même région que moi, mais il y a aussi d'autres d'entre vous qui viennent de diverses régions du pays, et donc je vous encourage à prendre un moment pour reconnaître le territoire que vous occupez maintenant. Au fur et à mesure que se déroule la séance aujourd'hui, veuillez nous faire part de vos commentaires dans l'espace de discussion situé au bas de votre écran. Si vous voulez poser une question à nos panélistes, utilisez le bouton de questions et réponses. Vous pouvez d'ailleurs voter pour les questions que vous aimez en cliquant sur le bouton de pouce levé et les questions les plus populaires seront posées à la fin de la session. Afin de mettre en valeur les apprentissages prévus aujourd'hui, passons en revue les objectifs d'apprentissage pour ce segment. Donc, après cette session, il y a trois choses qui sont ici avant vous dans ces diapos. C'est d'identifier les meilleures personnes et les préparer à être leurs références dans le cadre d'un processus, de prendre des mesures pour tirer parti de sa réussite pour un bassin ou un inventaire et de demander de la rétroaction, ça veut dire des commentaires, et de s'améliorer pour les futurs processus. Pour nous guider à travers tous ces éléments, c'est un honneur pour moi de vous présenter nos panélistes qui sont ici avec nous aujourd'hui, Jean Cardinal, Raphaël Robidoux et Diana Boussou. Commençons avec Jean Cardinal. Il est le directeur du gouvernement ouvert au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Il a travaillé au secteur privé pendant 15 ans dans plusieurs domaines et secteurs différents, y compris la vente, le marketing et même la haute technologie. Il a commencé son rôle actuel en 2021, où il pousse l'ouverture du gouvernement et des données au Canada pour le public canadien, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, avec la prochaine diapo maintenant, je présente Raphaël Robidoux, je m'excuse. Elle est ambassadrice à la mobilisation des jeunes de la Commission de la fonction publique, coordonnant le réseau des leaders émergents. Avant ça, elle était une spécialiste en évaluation au Centre de psychologie du personnel de la Commission de la fonction publique. Moi, je dirais qu'elle est très active à la fonction publique aussi, pas seulement avec son rôle actuel, mais avec tous les autres groupes de travail dont elle fait partie, parce qu'elle est coprésidente du groupe de travail sur les langues officielles de la CFP, aussi avec le sous-comité de l'espace positif et même le sous-comité des femmes. Et finalement, je présente Diana Boussou, qui est directrice des ressources humaines stratégiques et du développement des programmes au Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Elle a une grande passion pour le mentorat. Elle fait partie comme mentor de Black Ladders, un programme de mentorat visant les Noirs. Et en ce qui concerne son cheminement professionnel, elle a assumé plusieurs rôles différents au sein d'une société d'État pendant 10 ans, où elle a pris des rôles dans les domaines comme la diversité et l'inclusion, la gestion des talents et le leadership, et même la planification stratégique. Donc, Jean, Raphaël et Diana Bou, bienvenue à notre séance et merci d'avoir participé avec nous aujourd'hui comme panéliste. Donc, maintenant, on va commencer avec une activité de partage. Donc, je ne sais pas pour vous, mais une fois que j'ai terminé mon entrevue, cela me soulage tellement que j'arrête de travailler sur le processus. Je pense qu'il y a un sondage qu'on a ce matin ou cet après-midi qui apparaît maintenant sur votre écran. Et c'est à vous, nos participants, de répondre à cette question. Quelle est la partie la plus difficile du processus d'embauche? Il y a quelques options qui sont ici et il n'y a pas une réponse correcte ici, donc n'hésitez pas de nous partager avec nous la réponse qui vous convient. La question restera affichée à votre écran pour une quinzaine de secondes et par la suite, nous pourrons voir les résultats. Est-ce que c'est la proposition écrite, l'entrevue, les épreuves, les examens, le fait qu'on doit attendre? Est-ce que le procès en général est difficile ou juste en général, c'est juste pas facile? Donc,
Et voici nos résultats. Je pense que personnellement, c'est un peu partout. Donc, oui, il n'y a pas une seule réponse ici qui est comme la seule chose la plus difficile. En fait, c'est vraiment partout dans le procès. Et moi, personnellement, je suis complètement d'accord avec ça. Étant quelqu'un qui a fait partie de bassins et qui a essayé plusieurs fois de postuler aux emplois et qui a échoué plusieurs fois aussi, je dirais que chaque étape est tellement différente et difficile parce que ça vraiment dépend d'un emploi à l'autre. Parfois, c'est l'examen qui est le plus difficile parce que on ne sait pas quels sont les critères d'évaluation, quelles sont les questions qui seront posées, tandis qu'avec d'autres, c'est tellement facile de voir qu'il faut rédiger une note de brefage, par exemple, ou il faut créer une présentation. Parfois, c'est l'entrevue qui est difficile parce qu'on pourrait bien voir quels sont les types de questions qu'il va vous poser, mais d'autres fois, ce serait complètement différent. Moi, personnellement, j'ai eu une entrevue où avec cette entrevue-là, toutes les questions, c'était seulement par rapport au codage. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait comment faire le codage, donc j'ai complètement échoué cette entrevue aussi. Mais en fin de la journée, c'est tellement difficile, je comprends, et ça dépend d'une étape à l'autre. Mais voici la raison pour laquelle on a cette session aujourd'hui et voici la raison pour laquelle on a tous ces panélistes qui a beaucoup, beaucoup de réponses à toutes ces questions et qui pourraient bien partager avec nous leurs conseils. Donc, on va commencer maintenant. Je vais passer la parole à Diane Abou, en fait, pour nous commencer, juste pour parler un peu sur le choix des références et comment préparer ces références. Je sais que le choix des références est quelque chose qui est très important parce qu'il faut choisir des personnes qui pourraient bien parler au sujet de votre caractère et même sur votre travail aussi. Donc, Diane Abou, c'est à vous maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne le choix des références et comment les préparer? Parfait. Merci. Merci beaucoup, Alex. Ça me fait plaisir d'être ici. Ben, commençons par les références. Je suis l'heureuse élue. On dit souvent que, tu sais, dans le processus en général, on s'attaque tellement à préparer nos CV, puis l'entrevue en quelque sorte. Je pense que la partie des références est quelque chose qu'on oublie un peu. Alors, les références demeurent toujours une étape très importante du processus d'embauche. Donc, il faut prendre un peu plus de temps et le prendre un peu plus au sérieux. Donc, on a deux choses ici. On a le choix des références et on parle aussi après la préparation. En ce qui concerne le choix des références, il est judicieux vraiment d'y penser. Donc, il y a un grand intérêt à les choisir de façon très stratégique. Je m'explique. Vous voulez vraiment aller chercher quelqu'un, comme Alex le mentionnait, qui peut quand même témoigner de vos connaissances et de vos expériences. Et puis aussi, qui peut parler de vos compétences et tout. Donc, souvent, on voudrait éviter de choisir n'importe qui. Surtout, souvent, on a tendance à aller chercher des amis, les parents, pour nous aider dans cette étape. Mais c'est de faire attention à ça, en quelque sorte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher des parents, mais essayez de voir quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez travaillé, quelqu'un qui a travaillé pour vous ou quelqu'un avec pour lequel vous avez travaillé. Donc, ces trois personnes-là. Aussi, la personne que vous identifiez devrait être en mesure d'être la plus franche possible sur votre cheminement. Donc, il s'agirait alors, lorsque vous choisissez vos références, que celles-ci ne devraient pas être non plus vieilles de plus de 5 ans. Si je dis pas plus de 5 ans, c'est pas parce que vos expériences de, 6 ans, 7 ans, 8 ans ne sont pas importantes, c'est juste que ça aide un peu à la personne que vous choisissez de pouvoir répondre à certaines questions. Parce que plus loin on va, plus ça va être difficile pour cette personne-là de se rappeler de certaines choses. Donc, et soyez toujours en mesure aussi de nommer au moins 3, 4 références, parce que comme vous savez très souvent, parfois on n'est pas en mesure de rejoindre certaines personnes. Donc, c'est ça. Premièrement, choisissez des personnes qui peuvent témoigner de vos connaissances. Essayez d'éviter les parents parce qu'ils ne peuvent pas toujours, si le gestionnaire d'embauche est comme moi, il aime creuser, et puis je ne m'attarde pas seulement au formulaire qu'on m'envoie ou à remplir. J'aime creuser un peu plus. Donc, dans ce cas, il faudrait quelqu'un à qui je pourrais quand même parler un peu plus, de façon plus poussée de vos connaissances et les lier un peu au poste pour lequel vous avez postulé. Donc, c'est pour cela qu'il faut choisir des gens qui vous connaissent. Donc, en ce qui concerne la préparation, c'est délicat. Donc, j'en ai vu et puis mes collègues vont en témoigner aussi.
souvent, on a une liste de personnes qu'on met de l'avant et puis c'est automatique, on le fait à chaque processus, on les donne. Mais c'est très important de s'assurer que ces listes-là sont à jour et aussi de toujours aller demander à la personne à laquelle on voudrait nommer comme référence. De vraiment, je veux dire, son autorisation. Il faudrait qu'elle accepte d'être notre référence parce qu'on veut quelqu'un, comme on l'a indiqué tout à l'heure, qui sera prêt à mettre du temps pour nous. Donc, prendre le temps de préparer les personnes qui servent de référence pour nous assurer d'avoir quand même la formule gagnante. So, il faut qu'ils soient rejoignables, ces gens-là aussi. Donc, chercher quelqu'un qui n'est pas en dehors du pays, parce que ça arrive souvent pour nous, les gestionnaires d'embauche, et puis on a été des deux côtés. Ou est-ce que tu essayes plusieurs fois de joindre quelqu'un et puis tu n'y arrives pas? Dans le contexte actuel dans lequel on est, les choses avancent très, très vite et chacun, on se bat tous pour les mêmes candidats. Donc, on va très vite pour aller vraiment sélectionner le bon candidat le plus vite possible. Donc, essayez aussi de chercher, de ne jamais assumer que la personne en question va vous donner une référence positive. Donc, je m'explique un peu là-dessus aussi. Ça fait partie de la préparation. Asseyez-vous avec la personne, passez à travers le tout, discutez du poste en question et essayez de voir quels sont vos points forts et les autres, je les appelle vos opportunités d'apprentissage. En quelque sorte, je ne les appelle pas les points faibles, mais essayez ensemble de trouver où est-ce que vous avez de l'amélioration à faire pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc, ça prépare mieux votre référence. Ça lui donne la capacité de pouvoir donner peut-être des réponses beaucoup plus positives. Et aussi, n'oubliez pas qu'un gestionnaire d'embauche se fie beaucoup aux références aussi parmi tant d'autres outils, surtout encore si je reviens au contexte dans lequel nous sommes. On ne se voit pas, donc on fait des entrevues en ligne. Donc, en fait, les références vont chercher un peu plus ce manque à gagner au gestionnaire d'embauche qui va l'aider justement à vous démarquer parmi tant d'autres personnes. Je ne sais pas, je pense que j'ai trop parlé, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis, je ne sais pas si Alex, Raphaël et Jean auraient quelque chose à rajouter là-dessus. Donc, merci Diana Bou pour ces conseils. Juste pour donner un petit résumé ici, en ce qui concerne les références, vous nous avez dit qu'il ne faut pas juste choisir n'importe quelle personne, il faut choisir quelqu'un qui est le plus franche possible en ce qui concerne vos compétences et vos connaissances sur votre travail actuel. Et pour la préparation de ces références aussi, il faut s'assurer que la liste des références est mise à jour, que vous avez aussi l'approbation des références que vous allez choisir, que c'est récente aussi, donc dans les 5 années passées, juste pour avoir un profil qui est plus récent et plus présent en ce qui concerne votre cheminement professionnel. Mais c'est très important aussi de discuter le poste avec votre choix de référence pour qu'il y ait une référence positive et des points forts qui sont soulignés aussi. Donc, merci beaucoup pour ça. Je vais juste vérifier ici avec Jean et Raphaël s'il y a d'autres choses à ajouter. Sinon, on pourrait continuer. Oui, absolument. Je suis 100% d'accord avec tout ce que Diana Bou a dit aussi, c'est sûr. Moi, je rajouterais tout simplement, pensez un peu à vos références aussi. Tu sais, on pense souvent superviseur et collègues, ça, on le voit souvent. Mais moi, je recommanderais de penser au-delà de là aussi à un mentor que vous avez. Ça, c'est quelqu'un qui a une excellente perspective, qui n'est peut-être pas relié nécessairement à vos expériences de travail, mais qui pourrait parler beaucoup, beaucoup de vos compétences. Donc, ça, je vous suggérerais. Et clients, les gens avec qui vous travaillez, moi, je l'ai utilisé justement pour mon dernier poste. J'avais un client au sein de la Commission de la fonction publique. On travaillait très bien ensemble et afin de démontrer justement, disons, mes compétences plus externes, je l'avais rajouté aussi. Puis, je rajoute encore, on peut pas le dire assez souvent, mais l'autorisation d'utiliser quelqu'un. Si vous n'avez pas posé la question à votre référence, vas-tu me donner une bonne référence, oui ou non, là?
mais là, it's open season. Là, la personne peut répondre plus ou moins ce qu'ils veulent répondre. Donc, je vous dirais, valide absolument, absolument avec tout le monde, même si c'est un ancien patron ou quoi, ou un ancien collègue, que cette référence-là, ça en sera une positive. Et demande de savoir aussi, c'est quoi l'aspect négatif ou l'opportunité, justement, d'apprentissage, comme Danabou a dit. Et c'est une conversation à avoir, justement, qui va alimenter s'il y a des questions supplémentaires suite à vos références avec le gestionnaire d'embauche. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Donc, merci encore à nos participants de continuer de poser toutes ces questions avec le Q&A, la question des réponses. J'ai vu qu'il y avait une question, en fait, que je pense est un bon départ à notre deuxième discussion. Je pense ici, ça dit quoi faire s'il demande la référence de notre gestionnaire quand nous ne nous entendons pas bien. Donc, je pense que c'est un bon aspect maintenant de commencer un peu avec une discussion informelle. Et pour ça, je vais passer la parole à Raphaël juste pour nous donner un peu de conseils, un peu d'informations sur quand demander, quoi demander, et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de bonnes discussions informelles avec ces choix de référence, que ce soit des patrons ou les anciens gestionnaires ou même d'autres collègues. Merci beaucoup, Alex. Puis j'ajouterais aussi, là, si tu me permets de revenir rapidement sur cette question-là, puis j'ai vu plusieurs formes de celle-ci apparaître dans le Q&A, le chat. J'ai l'impression aussi que planifier ses références, c'est quelque chose qui se fait proactivement. Souvent, on en arrive à appliquer pour des processus. On réalise qu'on a besoin de 3 références, puis là, on va se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il y a seulement mon gestionnaire. Puis c'est souvent là qu'on se retrouve à peut-être aller voir des personnes qui nous connaissent un peu moins bien ou qui peut-être ont un moins d'expérience récente avec nous. Donc, je vous dirais, avant de commencer à appliquer pour des processus, par exemple, vous savez que d'ici 1 an ou 2 ans, vous voulez changer d'emploi, c'est peut-être un bon moment maintenant pour commencer à bâtir un réseau de gens qui vont pouvoir être vos références. Donc, pour ne pas dépendre uniquement de votre gestionnaire, ça peut toujours être bon, par exemple, de rechercher à participer à des comités ou des groupes de travail. Bon, vous avez vu ma carte Twitter, là, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de participer à des groupes de travail. Je réalise que ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement le même enthousiasme pour rejoindre différents groupes, mais vous pouvez, par exemple, vous porter volontaire pour aider des collègues sur un projet spécial qui travaille sous un autre gestionnaire ou une autre gestionnaire. Ou vous pouvez proposer de faire partie d'une micro-mission, par exemple, si vous ne connaissez pas ça. Dans le fond, c'est d'accepter formellement de passer quelques heures de votre semaine ou de votre mois à aider un autre ministère, une autre agence, une autre équipe sur un autre projet qui peut vous aider à développer les compétences aussi que vous n'avez pas nécessairement la chance de pratiquer dans votre emploi tous les jours. Donc, de diversifier autant que possible les gens avec qui vous travaillez et pour qui vous travaillez, ça va vraiment vous permettre d'avoir une base un petit peu plus riche de références, puis dans l'optique où vous vous entendriez pas si bien que ça avec votre gestionnaire, ce qui malheureusement peut arriver. Ou simplement dans l'optique où votre gestionnaire a pas eu la chance d'observer les compétences qui sont demandées pour l'emploi qui vous intéresse. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'opportunités de faire connaître vos aptitudes, vos talents. Puis je sais pas, là, Dianabou, je sais que c'est aussi un sujet qui tient à cœur, donc il y a peut-être quelque chose que tu veux rajouter sur le sujet. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça juste pour ajouter, justement, la question, je l'ai tellement eu souvent que je ne peux pas aller vers mon superviseur pour des références. Et je pense que dans notre parcours à tous, ça nous est arrivé, ou est-ce qu'on ne peut pas. Et souvent, c'est vu par un gestionnaire d'embauche comme étant on cache quelque chose. C'est si tu ne peux pas prouver présentement avec la personne avec laquelle tu travailles que cette personne-là connaît ton travail et tout, mais ce n'est pas le cas. Souvent, ça peut être bien d'autres choses. Donc, je pense que c'est essayer d'élargir son réseau, comme tu dis, Raphaël, aller trouver d'autres personnes, mais d'être vraiment prêt et actif et proactif dans le processus. Il y a du temps et aussi longtemps que la personne qui répond est vraiment honnête et puis qu'on voit en elle comme étant une personne qui peut répondre à certaines questions comme on dit, si on creuse un peu plus on creuse, plus la personne est en mesure de nous répondre, je pense que ça va aller. Mais oui, c'est des situations délicates parfois. Merci. Parfait, merci. Moi, je suis personnellement d'accord avec tout ça parce que il y avait des occasions pour moi où je ne peux pas utiliser mon superviseur direct comme référence, mais moi aussi, j'ai fait partie de quelques
groupe au sein de l'Environnement et du Changement climatique Canada. Je suis membre du réseau national de la jeunesse de notre ministère et j'ai même fait partie du groupe de travail sur les langues officielles aussi. Mais j'ai eu l'occasion d'utiliser ces ressources-là pour me donner des bonnes références pour combler des postes que j'ai présentement. Donc, la diversification ou l'élargissement des réseaux est quelque chose qui est très important, étant donné qu'on travaille dans une très grande et vaste fonction publique ici, où il y a beaucoup de ministères différents, il y a beaucoup d'opportunités différentes aussi, comme Raphaël a dit, avec les micro-missions et peut-être les mutations, les déploiements, des autres choses comme ça. Il y a quand même beaucoup d'opportunités de chercher plusieurs références, même si nous ne pouvons pas utiliser nos superviseurs directs ou notre équipe directe pour ces choix de référence. Jean, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Autre que le fait que je suis 100% d'accord avec mes collègues. Non, c'est sûr, j'ai vécu la même chose une fois aussi où j'avais l'impression que j'aurais pas eu une référence positive dans le fond. Et ce que j'avais demandé dans le fond, c'est ce que j'ai mentionné dans ma première réponse aussi, c'est j'ai posé la question. Si vous aviez à me donner une référence, parle-moi-en un peu. Puis justement, ça a permis d'une ouverture de dialogue avec mon patron, mon superviseur à l'époque, pour justement voir où lui, il trouvait que je manquais un petit peu le bateau. Puis moi, de mon côté, je trouvais que je n'avais pas la bonne direction pour comprendre c'était quoi le bateau qu'il voulait, dans le fond. Tu sais. Donc, de cette perspective-là, je vous encourage d'en reparler aussi, justement, parce qu'effectivement, quand on ne le voit pas, ça peut être considéré un petit drapeau rouge. Tu sais. Pourquoi est-ce que le superviseur présentement ne peut pas? Et moi, je dirais, adresse-le aussi. Si c'est quelque chose, admettons, vous savez que ça ne sera pas une bonne référence, vous avez eu la chance d'en discuter, et quand la personne demande, vous pouvez tout simplement expliquer que je ne trouve pas que moi, je vais avoir une approche juste de cette personne-là. Puis si la personne veut absolument quand même l'appeler pour avoir cette perspective-là, au moins vous avez été ouvert. Puis il n'y a pas cette perspective-là qu'on a tenté de cacher de quoi, qui est, à mon avis, beaucoup plus un drapeau rouge, disons, que pas s'entendre bien avec une personne. T'sais. Surtout quand on a de la preuve de 3, 4, 5, 6 autres personnes où ça fonctionne super bien. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord avec ça aussi. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est la communication ouverte qui est la plus importante. Parfois, c'est difficile à faire, même avec des emplois qu'on n'aime pas beaucoup, par exemple, aussi. Il faut avoir des communications avec des personnes où il n'y a pas vraiment une bonne entente de personnalité, disons, mais en fin de la journée, cette communication ouverte est très importante pour mieux savoir où est-ce qu'on pourrait trouver des améliorations. Mais en fin de la journée aussi, c'est une bonne, je dirais, une bonne expérience d'apprentissage pour savoir qu'est-ce qu'on peut mieux faire la prochaine fois avec les emplois à l'avenir ou même en général lorsque on continue de travailler avec d'autres personnes. Donc, ceci étant dit, je pense que c'est une bonne idée de continuer avec notre troisième thème. Et pour ça, je dirais que c'est Jean qui va commencer la parole. Et c'est par rapport de la mise en réseau de votre réussite. Donc, Jean, est-ce que vous pouvez nous parler sur comment faire part aux autres de votre intégration réussie au bassin et du fait que vous êtes à la recherche d'un emploi? Je dirais que c'est de façon générale, c'est juste pas comme je vais vous cibler pour ça, mais juste une discussion générale avec le conseil. Absolument. Donc, non, absolument. Il y avait deux aspects à cette question-là. Dans le fond, pour moi, je le dirais le plus fort possible. Voilà. Hein, c'est important de promouvoir justement le fait qu'on fait partie justement d'un inventaire. Excuse-moi, j'ai l'impression, je veux juste m'assurer que je réponds à la bonne question. J'avais pris des notes. C'est ça. Donc, dans le fond, c'était par rapport aux inventaires, puis à qui le dire, puis comment le dire. Donc, pour moi, je dirais que c'est super important, de pas surprendre notre superviseur ou notre gestionnaire, afin de s'assurer que cette personne-là est au courant, justement, qu'on recherche. Puis, si ce n'est pas une bonne relation, c'est sûr que ça peut venir à une surprise, mais je dirais que c'est moins bien une surprise. C'est quand on ne s'entend pas bien avec notre gestionnaire, les chances sont que le gestionnaire est très au courant qu'on recherche de quoi d'autre. Si ça roule très bien, c'est souvent là où on ne se sent peut-être pas à l'aise d'en parler immédiatement, mais je vous encouragerais de le faire. On ne sait jamais les opportunités qui existent au sein de son organisation présentement. On fait partie, admettons, d'un inventaire ou d'un processus et il y a une possibilité d'une promotion à l'interne, mais ton gestionnaire n'était pas au courant que tu as qualifié maintenant au prochain niveau. Ça permet justement une approche RH plus facile quand on est dans un bassin pour justement faire des promotions non-advertised.
ou promotional appointment. Donc, pour moi, je dirais que c'est important d'en parler. Moi, j'utilise LinkedIn souvent. Je trouve que surtout au gouvernement, il y a un très grand réseau de fonctionnaires aussi au gouvernement sur LinkedIn. Et cette opportunité-là que je vis présentement, je l'ai eue un peu grâce à justement le fait que je l'ai mentionné sur LinkedIn aussi. J'ai dit, je pense, le tag c'est Looking for Work ou quoi. Mais avant d'y arriver à ce processus-là où je l'annonçais du haut d'un mont en criant de joie que je recherche maintenant ma nouvelle opportunité, j'en ai parlé justement avec mon organisation, mes employés aussi, parce que veux pas quand tes employés voient d'une perspective d'un gestionnaire que vous recherchez, ça peut déstabiliser un peu l'organisation. Donc, j'avais parlé le fait que je cherche mon prochain poste, que j'étais à la recherche de quelque chose de différent parce que ça faisait longtemps que j'étais dans l'organisation. Bref, bâtir un peu ce propos-là ou, disons, ton pitch d'ascenseur pour que, justement, ton gestionnaire comprend la raison pourquoi. Ton équipe, si tu as une équipe, le comprend aussi. Et là, ensuite, d'en parler à tout le monde. Mets-le dans ton CV aussi. Si tu fais partie d'un bassin, des fois, juste avoir ça dans le CV, on le voit que, ça peut être plus facile pour le prochain gestionnaire de m'embaucher à ce niveau-là parce que je suis dans un bassin. Comme on met justement nos codes de langue, nos codes de sécurité, bref, toutes ces informations-là clés, à mon avis. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Jean. On va faire la journée, c'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher. Il est important de partager avec tout le monde que vous avez qualifié dans un bassin et en faisant ça, vous pouvez bien voir des opportunités qui vous présentent. Donc, j'aimerais savoir si maintenant, Raphaël ou Diane Abou, vous avez d'autres choses à ajouter? Juste rapidement, je trouve que c'est d'excellents points là, que Jean soulevait. Puis je vois que dans le chat, je viens juste de répondre, il y a quelqu'un qui se demandait c'est quoi un non-ad, dans le fond, un non-advertised. Puis juste pour donner un petit peu de contexte rapide, dans le fond, il y a deux manières différentes, là, globalement parlant, de nommer quelqu'un dans une nouvelle position dans la fonction publique à travers un processus affiché ou un processus non affiché. Donc, ce qu'on appelle advertised, non-advertised. Donc, un processus affiché, c'est les processus que vous voyez sur Emploi GC, par exemple. Donc, vous avez une annonce d'emploi, vous pouvez postuler sur l'emploi, démontrer comment vous remplissez les qualifications. Il va y avoir plusieurs étapes d'évaluation subséquentes qui vont s'en suivre. Versus un processus non annoncé, c'est une flexibilité d'embauche que les gestionnaires d'embauche vont avoir de nommer quelqu'un sans nécessairement que le processus soit ouvert à d'autres personnes, en démontrant que cette personne-là remplit les conditions nécessaires pour le nouveau poste. Donc, il y a certaines circonstances dans lesquelles c'est possible de faire ça. Et puis, généralement, à ce moment-là, la nomination va être affichée publiquement quand même pour que les gens puissent la contester s'ils le désirent. Mais entre vous et moi, c'est quand même assez rare qu'une nomination soit contestée. Donc, c'est certain, puis Jean ou Diane Abou pourront en rajouter sur le sujet, mais c'est certain que c'est avantageux d'obtenir des nominations non annoncées parce que généralement parlant, l'évaluation est beaucoup plus rapide. La personne qui vous embauche vous connaît déjà et c'est pour ça qu'elle souhaite faire une nomination non annoncée pour vous. Donc, vous avez déjà une bonne relation avec cette personne-là. Et puis, ça vous permet aussi d'éviter ce phénomène-là où vous vous retrouvez appliqué sur plusieurs processus annoncés sans nécessairement connaître les gens qui ont lancé le processus, sans nécessairement connaître dans le détail les qualifications qu'ils cherchent au-delà de ce qui est écrit sur l'énoncé de critères de mérite. Ça crée énormément d'incertitudes. C'est certain que c'est ce qu'on appelle en bon français un numbers game où vous devez en fait appliquer sur le plus de processus annoncés possible pour avoir l'opportunité de vous faire offrir un emploi éventuellement. Donc, c'est certain que si vous avez la chance de faire jouer de vos contacts puis d'avoir des possibilités non annoncées, ça peut être quelque chose de très avantageux, mais je réalise que ça peut sembler très mystérieux là, quand vous venez d'entrer dans la fonction publique. Donc, j'espère que ça a un peu éclairci la distinction entre les deux. Souvent, c'est dans le cadre, par exemple, d'un processus de développement professionnel. Si, par exemple, vous êtes dans le groupe PE pour les ressources humaines, pour entrer dans un programme de développement de P1 à PE3, vous allez avoir des promotions à travers des nominations non annoncées parce qu'une fois que vous avez atteint les critères prédéfinis dans votre programme de développement, vous devenez automatiquement éligible pour une promotion où vous rencontrez les standards qui ont été demandés. Merci.
Parfait, merci à vous, Raphaël. Moi, j'ai travaillé à la fonction publique à temps plein il y a seulement 6 ans, mais je continue d'apprendre plusieurs choses différentes en ce qui concerne le processus d'embauche et les procès en ce qui concerne les bassins, les inventaires, les promotions, les programmes de développement. Je sais que personnellement, moi j'ai fait partie d'un programme de développement juste pendant quelques mois pour les ingénieurs ou avec le ministère de la Défense nationale. Vous pouvez passer du niveau Eng 2 à Eng 4 pendant 3 ans en faisant plusieurs rotations différentes au sein d'une certaine direction générale. Mais il y a plusieurs programmes comme ça qui existent partout dans la fonction publique. Mais personnellement, je dirais que le grand défi, c'est de savoir où trouver ces opportunités. Et pour faire cela, il faut réseauter. Il faut parler avec d'autres personnes où se trouvent toutes ces informations. Même moi, il y a des personnes qui parlent avec moi et les questions sont demandées et moi, je suis surpris, moi j'ai des réponses. Je parle avec eux, je dis, OK, il y a des opportunités qui sont ici, voici ce programme de développement, voici les différences entre un processus à l'externe versus un processus à l'interne. Et ça, c'est à cause du fait que moi, je parle avec plusieurs personnes différentes pour ramasser toutes ces informations. Donc, en fin de la journée, le réseautage et la diversification de vos collègues, de vos contacts au sein de la fonction publique, c'est un outil qui est très, très puissant, je dirais. Donc, oui, merci pour ces conseils et ces informations à vous trois. Je dirais maintenant, il y a plein de questions ici qui sont ici. On est inondé avec des questions de nos participants, mais on a des questions aussi qui viennent du réseau de la jeunesse. Donc, je pense que ce qu'on pourrait faire ici pour le reste de notre séance, c'est de commencer à répondre à toutes ces questions, mais on va faire tout cela avec comme un mélange, je dirais. Donc, on va commencer avec quelques questions de la part du réseau de la jeunesse et puis on va commencer à répondre à des questions qui sont les plus populaires dans notre chat avec le Q&A. Et puis, on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc, je dirais qu'on peut commencer avec une question qui était déjà posée à nous de la part du réseau de la jeunesse. Et la question est la suivante. Que faire si je n'ai pas d'ancien gestionnaire? À qui demander s'il est à la retraite, si je ne peux pas lui trouver ou si vous n'avez pas un bon rapport avec celui-ci? Je pense qu'on a déjà touché un peu de ça lorsqu'on a eu notre discussion, mais je passe la parole à Raphaël juste pour parler un peu plus sur ça, peut-être juste parce que c'est un sujet qui est très important et très intéressant aussi, mais juste pour nous rappeler aussi quelles sont les autres choses qu'on peut faire si on n'a pas une bonne relation avec notre gestionnaire ou s'il est difficile de trouver notre gestionnaire. Non, je pense que c'est une excellente question, tout à fait. Puis ça vaut, je crois, la peine qu'on y revienne aussi. Excusez-moi, je vais faire une petite pause tout. Je suis de retour. Donc, si on n'a pas une bonne relation, je dirais, avec un ancien gestionnaire, là, comme Jean le mentionnait, Diana Boussi, ça vaut la peine d'avoir une conversation ouverte avec cette personne-là pour voir si elle serait quand même disposée à être notre référence et à fournir une référence positive. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'ouverture à ce niveau-là, ou si vous êtes dans un environnement où vous avez la crainte que de discuter avec votre gestionnaire, de l'informer que vous cherchez du travail ailleurs, là, puisse vous nuire éventuellement dans votre emploi, c'est une situation qui est tout à fait légitime. Puis à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine de vous demander s'il y a d'autres personnes qui pourraient remplacer le rôle de votre gestionnaire. Par exemple, est-ce que vous avez un ancien superviseur fonctionnel, une ancienne superviseure fonctionnelle qui a été en mesure de constater la qualité de votre travail, qui pourra en témoigner? Est-ce qu'il y a un autre gestionnaire qui vous a vu travailler dans un contexte, par exemple, de collaboration de 2 équipes? Et puis, à ce moment-là, ça vaut aussi la peine de garder en tête qu'éventuellement, ça va savoir que vous cherchez un emploi. Donc, ce n'est pas nécessairement une stratégie pertinente à long terme de cacher ça de votre gestionnaire. Je comprends qu'il y a des situations où vous ne voulez peut-être pas le dire trop tôt, vous avez peut-être peur de vous faire retirer du travail, par exemple, si vous laissez savoir que vous cherchez un emploi. Mais à partir du moment où vous êtes dans la phase de référence, vous pouvez assumer que vous avez quand même d'assez bonnes chances d'être considéré sérieusement pour l'emploi, puis ça vaut la peine de le faire savoir d'une manière professionnelle, d'une manière transparente la plupart du temps. Je pense que c'est le genre de choses que vous voulez dire de vive voix versus que votre gestionnaire l'apprenne d'un ami d'amis ou d'un collègue à travers une discussion de couloir parce que lui ou elle va avoir besoin de doter votre poste si vous partez, puis c'est quelque chose qui prend longtemps, qui va lui demander beaucoup d'énergie, qui se planifie d'avance aussi. Donc, ça peut être une marque de respect de signaler à votre gestionnaire que vous cherchez un emploi, même si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser comme référence. Mais je dirais oui, autant que possible, aller chercher des compléments dans votre entourage immédiat au travail qui peuvent témoigner des mêmes compétences que votre gestionnaire aurait témoigné. Ça va vous permettre d'aller peut-être un peu là, combler ce vide-là que vous pouvez avoir dans votre CV, par exemple.
Bon, merci beaucoup pour la réponse. Moi, je vois qu'il y a une question de suivi qui vient de nos participants. Donc, je vais vous poser cette question, Raphaël, et puis Jean et Dinabou, si vous voulez ajouter d'autres choses, vous pouvez le faire. Est-ce que le gestionnaire est informé lorsqu'un membre de son équipe participe à un processus? C'est une excellente question. Donc, il n'y a pas un mécanisme formel qui va informer votre gestionnaire lorsque vous participez à un processus. Par contre, comme je le mentionnais, il peut tout à fait avoir des mécanismes informels. Si vous appliquez pour un emploi au sein de votre ministère ou encore plus au sein de votre division, les chances sont très, très bonnes que le gestionnaire d'embauche en parle à votre gestionnaire. Vous voulez éviter que ce phénomène-là se produise avant que vous ayez eu la chance de lui en parler. Donc, c'est aussi de faire preuve de votre meilleur jugement. Si vous appliquez pour des postes à l'extérieur de votre organisation, puis que vous êtes encore dans les phases d'évaluation initiale, peut-être que vous n'allez pas en parler tout de suite parce qu'il faut être honnête aussi, surtout dans les processus à haut volume où vous savez qu'il y a beaucoup de candidats. Vous n'allez pas nécessairement vous rendre aux dernières étapes du processus. Ça ne vaut peut-être pas la peine d'alarmer votre gestionnaire en lui disant « je risque de partir, finalement, il ne se passe rien ». C'est quelque chose qui peut nuire à votre crédibilité aussi si vous faites ça à répétition. Donc, c'est important d'être conscient des chances que vous avez d'avoir une offre d'emploi sérieuse. Mais si vous croyez que les chances sont bonnes, si vous en êtes aux dernières phases d'évaluation dans un processus ou à la phase des références, ça vaut certainement la peine de le mentionner de manière transparente, sans le répéter à tous les jours non plus, parce qu'il n'y a aucun gestionnaire qui veut se faire dire « vous savez, moi, je suis seulement là en attendant de trouver un autre emploi ». Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va contribuer à l'esprit d'équipe. Puis j'ajouterais aussi, n'en parlez pas à vos collègues avant d'en parler à votre gestionnaire, parce que ça aussi, ça peut créer des situations un peu inconfortables ou ambiguës. Votre gestionnaire a soudainement l'impression, quand il l'apprend de manière informelle, d'être le dernier à le savoir. Vous voulez pouvoir maintenir une relation aussi respectueuse que possible avec votre gestionnaire. Parfait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oh, OK, allez-y. Non, vas-y, Alex. Excuse, je ne vais pas te couper. C'est juste un petit résumé. Moi je pense qu'il est très important de juste dire encore une fois ce que vous avez dit, Raphaël, c'est de ne pas parler avec vos collègues avant de parler avec votre gestionnaire parce que ça pourrait causer des problèmes avec les dynamiques dans l'équipe aussi. Moi, je l'ai vu personnellement dans plusieurs équipes différentes au sein de mon chemin professionnel, donc je pense que c'est juste quelque chose d'important à souligner. Il faut respecter le gestionnaire de cette façon-là. Donc, c'est mieux de mentionner le fait que vous allez chercher un autre emploi à votre gestionnaire avant de mentionner cette chose aux autres personnes au sein de votre équipe. Donc, c'est tout. Mais Jean, maintenant, c'est à vous. Oui, non, dans le fond, j'allais juste rajouter, soyez stratégique par rapport au timing de justement quand vous voulez annoncer de quoi. On ne se le cache pas. Si, admettons, il y a un nouveau projet super intéressant, mais très, très, très important qui arrive dans l'équipe, puis ça fait 2 mois que vous parlez que vous voulez partir, les chances sont que le gestionnaire n'attribuera pas ce projet-là à quelqu'un qui risque de partir. Puis c'est pas pour être négatif ou rien de ce genre-là. Point de vue opérationnel, on doit aussi penser au fonctionnement de l'équipe. Donc, soyez stratégique. Quand vous êtes prêt à partir ou prêt à partir, sachez que ça a un impact, pas nécessairement d'une façon ben là, je l'aime plus, cette personne-là, ou là, je vais parler en mal de cette personne-là, mais juste dans le sens de tout ce qui arrive au sein d'une équipe. Des nouveaux projets qui arrivent, opportunités de promotion, à qui on va le donner? Quelqu'un qu'on sait qui quitte versus quelqu'un qu'on sait qui est encore là. Donc, soyez stratégique. C'est très important parce que moi aussi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Quelqu'un qui voulait me mettre de la pression pour une promotion, qui me disait à chaque 2 semaines, « Ah, j'ai eu un autre offre. Ah, j'ai eu un autre offre. » Tu sais, puis d'une certaine façon, ça met une pression, oui, mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure approche, justement, pour s'assurer une bonne continuité de la relation. Voilà. Je pourrais, Alex, 2 secondes, juste pour dire ce que Jean vient de dire est important. Ce qui est important aussi pour l'employé en question, c'est de se mettre, de se préparer mentalement justement à certaines conséquences qui peuvent arriver dans une situation pareille. Se préparer, comme Jean l'a dit, on peut te mettre à l'écart un peu, mais sans le vouloir. Non, c'est juste parce que les opérations dictent. Tu ne peux pas leur donner un projet, comme Jean le dit, qui est à long terme. Si tu es tout le temps en train de jouer au yo-yo, la personne peut partir du jour au lendemain. Donc, mentalement se préparer et puis comprendre aussi que c'est vraiment pas parce qu'on ne vous aime pas, comme il a dit, c'est parce que franchement, on essaye de faire le mieux qu'on peut avec les opérations. Donc, il faut quand même gérer d'une certaine manière. Donc, c'est ça.
Merci. Parfait. Merci beaucoup tout le monde pour vos réponses. J'aimerais juste maintenant retourner à notre premier thème en ce qui concerne les références. Donc, cette question va être posée à Diana Bou pour commencer. Il y avait quelqu'un qui nous a demandé dans notre chat, en ce qui concerne les 5 ans que vous avez mentionnés, comme il faut avoir une liste de références qui n'est pas non plus de 5 ans en ce qui concerne la pertinence de votre expérience, là. Qu'est-ce qu'on peut faire ou comment est-ce que le 5 est-il calculé par les recruteurs? Parce que cette personne a mentionné l'exemple qu'il y a des situations où une femme doit prendre des congés de maternité et ça peut gaspiller du temps aussi. Donc, comment est-ce que ce temps est calculé et qu'est-ce qu'on fait pendant ces situations? Mais en fait, si je dis 5 ans, comme je l'avais bien indiqué, c'était vraiment pas en ce qui concerne l'expérience de la personne et tout. Ça peut être plus loin que ça. C'est juste s'assurer que la personne à qui vous demandez les références, avec laquelle vous avez travaillé, voilà, plus de 5 ans, c'est de s'assurer que cette personne-là se souvienne justement du travail que vous avez fait pour elle. Je sais que souvent, il y a des écarts et puis les gens prennent des congés et tout. Donc, le 5 ans, je le dis, c'est arbitraire, là, ce que j'ai dit, mais c'était beaucoup plus centré autour de la mémoire de la personne qui va pouvoir faire ça pour vous, qui va servir de référence. Parce que si je prends 10 ans, à moins que cette personne-là que je nomme ait vraiment un bon lien avec moi, qu'il a gardé un lien professionnel ou personnel avec moi tout au long de mon parcours et que ça lui permettrait vraiment de bien parler de mes compétences et de mes capacités. Autrement, je ne pense pas que, je pense que 6 ans, 7 ans, c'est pas un calcul parfait, mais c'est juste comme une pratique gagnante pour permettre à nos personnes, à nos références de pouvoir mieux cerner certaines choses et pouvoir nous montrer à une meilleure lumière, sous une meilleure lumière en quelque sorte. Je ne sais pas si Jean ou Raphaël ont quelque chose à dire, mais ça n'avait pas, c'est pas lié vraiment au nombre exact d'années, c'était plus pour permettre, pour faciliter justement la référence et pour je peux rajouter définitivement, fournir une description du poste, du poster, peu importe, ton CV à jour, même offrir justement à vos références une rencontre de 10-15 minutes, surtout après votre propre entrevue. La partie référence, vous avez eu l'entrevue, vous avez peut-être appris des choses justement en espérant que vous avez posé des questions justement aux personnes qui vous interviewaient, mais basé sur ces conversations-là, d'avoir la chance d'alimenter un peu, les gestionnaires, on est tout occupés, comme tout le monde, on est tout occupés. Moi, quand on me demande une référence, puis ça me surprend, j'ai peut-être pas le temps non plus, mais si on me prépare un peu, on me donne des talking points, des aspects à souligner qui s'alignent justement avec les compétences demandées, etc. Donc, la personne qui me prépare a des meilleures chances à avoir une excellente référence parce que j'étais prêt pour justement les questions qu'elle va me poser. Donc, on ne peut pas être trop organisé là-dedans, je dirais. effectivement. Je rajouterais en fait, Alex, un point rapide. C'est quelque chose qui m'est venu en tête en écoutant Jean et Diana Bou. Aussi, absolument avertir les gens, surtout quand ça fait plus longtemps là, que vous avez travaillé avec eux, que vous allez les utiliser en tant que référence. Mais j'ajouterais aussi préciser pour combien de références vous allez les utiliser. Parce que j'ai récemment eu cette expérience-là où une employée junior avec qui j'avais travaillé là, il y a plusieurs années de ça m'est revenue puis il m'a dit, je vais appliquer pour un poste, j'aimerais utiliser comme référence. J'avais des bons souvenirs de notre relation de travail. Je lui ai dit, fantastique. Et puis là, il y a 5 personnes différentes qui m'ont appelé pour 5 processus différents, dont 3 qui voulaient que je remplisse des questionnaires assez détaillés. Fait que c'est sûr que ça m'a prise de court. Dans le sens où quand on parle d'une référence, d'habitude, je pense que la personne à qui vous parlez s'imagine une petite conversation de 15 minutes au téléphone, puis merci, bonsoir. Donc, juste s'assurer que la personne que vous voulez utiliser comme référence a une idée quand même là, assez exacte du temps et de l'effort que ça va lui demander, puis qu'elle est au courant de ça, qu'elle en est consciente avant de s'engager, puis de ne pas par la suite spontanément l'utiliser comme référence pour d'autres processus subalternes sans lui demander d'abord. Ça va probablement vous aider aussi à avoir des références plus positives. Oui, c'est ça. Et Alex, je peux rajouter juste dans le point de vue, si je mets un peu dans le cadre d'un gestionnaire d'embauche, souvent ce qu'on voit aussi, on appelle justement cette référence peut-être,
Robert, mais Robert qui, tu comprends, ça déstabilise un peu comme un gestionnaire, et puis encore le drapeau rouge, et puis tu commences à te questionner, ça mine un peu les choses, et puis ça nous donne une mauvaise opinion du candidat. Donc, il faut se mettre toutes les chances de son côté en faisant une meilleure préparation de nos références, c'est sûr. Parfait. Merci beaucoup encore pour ces réponses. Je pense que je vais continuer avec ce thème en ce qui concerne les références et même les relations avec les employés et les gestionnaires, juste parce qu'il y a une autre question qui vient de la part de nos participants qui est un peu populaire aussi. Dans ce cas situationnel, si le comité d'évaluation demande des références du gestionnaire actuel, mais que nous sommes en poste depuis peu moins de 6 mois, est-il acceptable de se tourner vers le gestionnaire précédent? Donc, c'est un cas très intéressant. Je pense que cette fois-ci, si vous me permettez, Jean, je vais commencer avec vous, juste parce que Diana Bou et Raphaël ont déjà parlé beaucoup sur les autres questions. Absolument, non. Je pense que si on demande spécifiquement, c'est important de le souligner. Puis, on le voit dans le résumé, on le voit dans le CV, pardon. Ça dit très clairement que ça fait 6 mois que je suis dans le poste. Donc, la perspective, et moi, j'adore toujours ce contexte-là quand on m'envoie 3 ou 4 références. C'était qui? Est-ce que c'est un collègue, un superviseur, peu importe les autres que j'avais listés avant? Quand j'étais avec cette personne-là et dans quel poste? Et tout ce contexte-là me permet de retirer un peu. Encore une fois, on sait que c'est des références. C'est quelqu'un qui a été, en espérant, demandé par l'employé d'y participer. Donc, il y a ce contexte-là en place qu'on veut valider. On est là pour valider certains propos, peut-être des questions très spécifiques, poser la question en tant que superviseur, quel endroit est-ce que vous suggérez que cette personne-là s'améliore, etc. Donc, pour moi, je dirais tout simplement que oui, rajoute le contexte et propose un autre. Si on demandait 3, mais donne-en un 4e qui est le superviseur, qui a l'expérience à travailler ensemble pendant 3, 4, 5, 6 ans, etc. Mais si c'est demandé, donne-le, offre du contexte et une solution qui permettra justement d'approfondir une réponse que quelqu'un en dans de 6 mois pourrait peut-être pas faire. Bon, ben, merci beaucoup pour la réponse. En fin de la journée, c'est qu'il faut répondre à la demande directe de la part de ce comité d'évaluation. Donc, il faut fournir la référence, mais il faut donner le contexte aussi. Il faut donner le fait que vous êtes présentement dans ce poste pour moins de temps, disons 6 mois ou moins, mais qu'il y a d'autres opportunités aussi pour fournir d'autres références qui pourraient bien parler par rapport à votre compétence au travail, vos connaissances et toutes ces autres choses dans un point de vue positif. Donc, oui, je pense que c'est une très belle réponse et moi, personnellement, je ne pense pas que je vais arriver à cette situation, mais qui sait, peut-être je vais utiliser cette réponse comme un bon conseil à l'avenir pour mes prochains processus et postulations que je vais faire pour les bassins et les inventaires. Donc, je pense que ce qu'on peut faire maintenant, c'est de juste retourner à une question qui était posée à nous de la part du réseau national de la jeunesse ici. C'est une question où je vais tourner la parole à Raphaël et Diana Bou pour fournir la réponse. Et la question est la suivante. Est-ce que je veux que le monde entier sache que je cherche un nouvel emploi? J'ai peur que si mes collègues et surtout mon gestionnaire l'apprennent, je sois traité différemment au travail. C'est quelque chose où on a parlé un peu déjà, mais je pense que ça vaut la peine de juste continuer un peu avec ça. Donc, est-ce que je veux que le monde entier sache que je cherche un nouvel emploi? Et qu'est-ce que je fais si j'ai peur du fait que mes collègues et mon gestionnaire vont apprendre? C'est pas Raphaël, si tu veux que je commence. OK, mais moi, je dirais que ça dépend toujours, n'est-ce pas? Et puis, Raphaël va parler un peu plus de la situation du superviseur, mais je me dis, si vous êtes en situation d'embauche et que la culture de votre département, de l'organisation, en quelque sorte, est ouverte et soutient l'avancement de carrière, ben, dans le meilleur des mondes, votre superviseur vous soutient dans vos démarches de ce genre et ça fait partie de vos discussions, tu sais, lors des évaluations de rendement, de vos discussions de tous les jours. Mais, mais disons que dans une situation où que tel n'est pas le cas, le superviseur ne vous soutient pas,
et vous ne pouvez pas en discuter avec lui. Donc, dans un environnement où chercher un emploi se traduirait, par exemple, par des représailles, parce que ça arrive, n'est-ce pas? Si vous quittez, ben, ça peut parfois, dans cette culture-là. Il faudrait penser à une autre façon d'agir qui est beaucoup plus prudente et, par exemple, faire jouer ses contacts ou de façon discrète. Et on en a parlé largement tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut faire euh, euh, éviter certains agissements qui pourraient peut-être nous trahir ou créer un manque de confiance à notre égard. Je veux dire, il faut être le plus transparent possible lorsque c'est possible, mais tout le monde vit des choses complètement différentes au sein des organisations, donc il peut bien y arriver à des moments où est-ce que il va falloir que tu le fasses de façon calme, tranquille, quelque part. Donc, il s'agit juste comme on a parlé, d'essayer de ne pas trop le mentionner aussi à des collègues et puis de le dire à tout le monde et à tous les jours parce que ça peut miner aussi la confiance. Ça peut se traduire par, comme Jean l'avait mentionné, par des hésitations envers l'attribution de projets et toutes sortes de choses comme ça. Mais je dirais, si vous devez vraiment chercher, puis est-ce que vous voulez dire à tout le monde, mais sélectionnez les gens auxquels vous devez vous confier pour ces choses, et puis faire travailler vos réseaux externes, et puis essayer le mieux que vous pouvez de donner votre 100% au travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, non, vous travaillez à 100%, vous continuez votre travail, vous continuez à chercher aussi, mais être vigilant et faire attention, justement. Raphaël? Non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Tianabou. Puis j'ajouterais, je pense que c'est tout à fait valide les points que tu mentionnes dans un contexte où peut-être c'est un environnement qui est un petit peu moins ouvert à l'idée que les employés s'en aillent. Par contre, je dirais aussi qu'on a parfois cette crainte que le milieu soit pas ouvert, mais sans nécessairement l'avoir validé ou l'avoir confirmé. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a aussi, surtout au niveau des nouveaux employés, peut-être qui ont moins d'expérience avec la fonction publique, cette mentalité-là que j'associe un peu plus avec le secteur privé, de se dire, ben, faut pas que je dise que je m'en aille, c'est de la compétition, il y a des ressources limitées. Je suis bien de le dire seulement la journée où je m'en vais, tu sais, ou une semaine avant. Puis, je dirais souvent dans la fonction publique, pas partout, pas dans toutes les équipes, mais souvent, vous pourriez être surpris en fait de l'ouverture que votre gestionnaire va avoir par rapport à votre développement de carrière. Il y a souvent cette attente-là que les employés se promènent, surtout dans des postes d'entrée, surtout dans des postes d'entrée où vous avez peut-être plus d'éducation, plus de qualifications que le minimum qui était requis pour entrer dans le poste. Il y a souvent cette attente-là qui a un bon roulement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, d'année en année, à peu près 25% des employés de la fonction publique vont avoir un déplacement latéral dans la fonction publique. Donc, vont quitter leur ministère pour un autre, par exemple, ou changer d'équipe, changer de division. Donc, c'est quelque chose qui est relativement attendu, puis ça fait aussi partie du rôle d'un gestionnaire de coacher ses employés et de les aider à se développer. Je suis d'accord que ce n'est pas tous les gestionnaires qui prennent ça autant à cœur. Ils n'ont pas nécessairement tous le temps ou les outils nécessaires pour s'en occuper, mais ça fait partie de leur tâche. Puis si vous avez un bon gestionnaire, une bonne gestionnaire, leur intérêt premier, ça va être de s'assurer que vous pouvez vous développer en tant qu'employé pour mieux contribuer à la fonction publique, pas juste à leur équipe et à leur livrable à eux, mais à la fonction publique en son ensemble. Puis si vous n'êtes pas le meilleur match pour une position, je vous dirais, c'est même à l'avantage à long terme de votre gestionnaire de vous aider à trouver un endroit où vous allez pouvoir vous développer davantage parce que ça leur permet à eux de remplacer cette position-là avec quelqu'un qui va en retirer davantage puis qui va aussi être plus en mesure de vraiment trouver ce fit-là qui va permettre d'aller chercher un maximum de valeur ajoutée. Donc, je dirais, je pense que les commentaires de Diane Abou sont extrêmement pertinents dans un contexte où vous voyez, par exemple, que vos collègues se font traiter différemment quand ils pensent à partir. Vous voyez que l'ambiance n'est pas idéale. Mais si vous n'êtes pas certain, vous allez peut-être être plaisamment surpris et peut-être même que c'est votre gestionnaire qui va vous revenir avec des informations intéressantes là, sur des possibilités d'emploi ailleurs. Ça va vous permettre d'avoir cette relation productive avec eux où eux savent exactement quand est-ce que vous planifiez partir. Ils peuvent commencer à faire leur dotation. Ils peuvent vous donner des derniers projets, puis vous travaillez comme une équipe avec une synergie, puis c'est définitivement, je pense, la situation optimale là, si vous pouvez arriver à ça. Moi, je fais l'avocat du diable. Je te laisse la positivité et reviens, Raphaël. Exactement, dans les deux scénarios, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à cette question.
Je vais changer le thème maintenant aux discussions informelles. Donc, je vais passer la parole à Jean, juste pour répondre à cette question. Donc, si dans le cas, il y a des personnes qui ont demandé des discussions informelles et l'autre personne a oublié toujours d'en organiser une, qu'est-ce qu'il faut faire? Et une autre chose que j'aimerais savoir aussi, c'est que en ce qui concerne les discussions informelles, lorsque vous demandez à quelqu'un d'avoir ces discussions, est-il possible d'utiliser vos profils LinkedIn ou les médias sociaux, des autres choses comme ça, pour démontrer à ce gestionnaire que vous êtes quelqu'un qui est pas vraiment comme les autres? Oui, oui et oui aux deux questions, absolument. D'ailleurs, il y a une autre question dans le chat qui vient juste d'arriver aussi par rapport à faire des cold messages ou un cold call par rapport à la promotion d'emploi, mais aussi, donc je te dirais, dans chacun des processus, 100%. LinkedIn, je trouve c'est excellent. Il y avait une autre question aussi sur Twitter, comment l'annoncer. On doit toujours se souvenir, est-ce que ça passe le test de la grand-mère, moi je dis, quand c'est sur les médias sociaux. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais dire à ma grand-mère? Est-ce que je suis positif, je suis poli, puis je suis fin? Ben oui, mais dans ce cas-là, mets-le et n'ayez pas peur, justement, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn ou même, bien sûr, à l'interne du gouvernement. GC Collab, GC Connect, il y a énormément d'endroits, justement, où on peut faire cette promotion-là. Sur nos médias sociaux, soit de notre partie, bien sûr, on recherche un emploi, mais aussi point de vue de référence, communiquer avec les références par ces outils-là afin de donner des mises à jour. Donc, pour répondre à ta première question, on a demandé une discussion informelle, puis la personne a oublié. Bon. C'est quoi nos options? Mais bref, c'est peut-être quelqu'un de très occupé. Les chansons que ça va être soit la personne en RH ou la personne, le gestionnaire ou le superviseur qui recherche à embaucher. Moi, je dirais qu'il y a plus de valeur du gestionnaire parce que c'est cette personne-là, justement, qui recherchait quelqu'un de qualifié pour son poste, donc le best fit. Pas que quelqu'un en RH fournira pas d'excellentes rétroactions, mais je dirais que ça serait plus axé sur le processus, etc. Faire des suivis, c'est aussi votre responsabilité. Mais avant de faire un suivi, je poserais la question, c'est quoi l'objectif de cette rencontre-là? Si vous avez en tête que cet objectif-là, c'est pour dire à cette personne-là comment ils n'ont pas bien fait leur job, c'est une erreur, vous avez tort, etc., ça ne t'apportera rien. Tu ne changeras pas l'idée de ce gestionnaire-là non plus. Moi, je dirais que c'est une courtoisie de justement rencontrer les gens. Si la personne refuse de te rencontrer, compte-toi chanceux. Moi, ce n'est pas un boss que j'aimerais travailler pour. Encore une fois, juste parce qu'on n'a pas embauché quelqu'un, c'est notre responsabilité en tant que leader au sein du gouvernement de s'assurer que chaque employé, même si ce n'est pas nos employés, ont été justement bien cheminés à travers de ce processus-là et où il y a des endroits d'amélioration, on les propose. Donc, je dirais, faites 2-3 suivis. Puis si tu n'as pas d'appel, mais tu n'as pas d'appel. C'est décevant, mais en même temps, est-ce que tu veux vraiment respecter l'opinion de quelqu'un qui ne respecte pas le fait que toi, tu recherches de quoi? Donc, posez-vous cette question-là, absolument. Si le gestionnaire ne voit pas de... voilà, je veux juste m'assurer. Beaucoup de subjectivité aussi dans ces entretiens-là. C'est l'opinion d'une personne. Donc, prenez ça avec un grain de sel aussi. Ne commencez pas à questionner toutes vos réponses, puis chaque fois que vous allez arriver. Moi, j'utilise souvent l'exemple. Moi, j'ai eu une discussion informelle une fois où la personne avait dit « Ah, vous avez beaucoup d'énergie. » Tu sais, on voyait que tu étais quelqu'un énergétique, passionné, etc. Puis, une entrevue 2 semaines plus tard, j'ai eu une autre discussion informelle et l'aspect de beaucoup d'énergie là, était tourné comme tu as de l'air hyperactif, tu as de l'air comme quelqu'un qui me tannerait ou qui me taperait ses nerfs. Bon, voilà, très subjectif. C'est 2 opinions très variées par rapport au fait que je suis quelqu'un d'énergique. Donc, de cette perspective-là, je dirais prenez-le avec un grain de sel. C'est l'opinion d'une personne. Souvent, après plusieurs rencontres de ce genre-là, on peut commencer à formuler un peu, peut-être que je devrais me calmer un petit peu plus au début, pas trop faire peur. Bref, je vous dirais, le plus que vous en avez, le plus que vous êtes capable de formuler un peu une opinion plus structurée, pas individuelle chez les personnes. Même si on m'a accordé une réunion après l'entrevue, elle n'a pas été utile. Donc, l'utilité de ces rencontres-là, c'est une responsabilité partagée. Préparez vos questions d'avance.
pourquoi vous n'avez pas eu le poste? C'est une question assez générique, mais en même temps, vous pouvez rentrer beaucoup plus en détail. C'est quoi l'aspect de ma candidature qui a plus influencé votre décision de ne pas me choisir? Ah, là, la personne doit répondre très clairement c'était quoi qui dérangeait. Tu sais. Ah, ben je ne t'ai pas embauché parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui était un petit peu plus qualifié. Ça ne t'apporte pas grand-chose point de vue à ton développement personnel. Donc, formulez vos questions afin d'avoir des réponses ouvertes qui obligent un peu de pointer les aspects où peut-être que vous devriez vous améliorer. Puis, préparez-vous à vous sentir peut-être pas super bien après, parce que veut pas, on parle d'une raison pourquoi vous n'avez pas eu le poste. Il va peut-être avoir des choses qui vont peut-être vous faire mal, mais en même temps, prenez-le pas comme une critique, prenez-le comme une opportunité de voir où vous pouvez vous améliorer là-dedans. Encore une fois, l'objectif hyper important. Si l'objectif, c'est de faire une connexion avec quelqu'un parce que vous savez qu'il y a plusieurs autres postes qui vont avoir lieu, mais soyez positif dans vos entretiens. Parlez du fait que vous recherchez toujours à améliorer. Continuez à faire semblant que vous êtes en entrevue. Ce n'est pas le temps, justement, comme j'ai dit avant, de commencer à pointer du doigt et dire « Vous allez regretter votre erreur, monsieur ou madame. » Ça n'apporte rien. Donc, je vous encouragerais justement d'arriver là prêt, préparé, avec les questions, afin de rendre l'entretien le plus utile possible. Parfait. Merci beaucoup, Jean, pour la réponse. Donc, à la fin de la journée, c'est quoi l'objectif de la réunion, de la discussion informelle, l'utilité, de bien préparer les questions à l'avance, d'avoir une bonne discussion qui est d'une part structurée aussi, parce que à la fin de la journée, c'est quelque chose qui est important de savoir qu'est-ce que vous voulez par cette discussion et de faire le suivi aussi, parce qu'en fin de la journée, nous sommes tous des personnes qui sont occupées avec nos tâches et nos projets et parfois, on tout simplement l'oublie. Ça vient à tout le monde, mais oui, en fin de la journée, l'objectif, l'utilité et de faire le suivi sont des thèmes importants ici. Je fais maintenant un tour aux questions qui sont posées par nos participants et je dirais que je pense un thème qui est très important chez nos participants, c'est encore les références. Donc, je vais demander cette question à vous trois. Quel est le meilleur format pour donner du contexte autour du choix des références? Est-ce que c'est dans un courriel ou c'est quelle longueur avec ces courriels qu'il faut composer? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui aimerait commencer avec la réponse, mais peut-être je vais choisir Diana Bou pour commencer. Oui, je pense, si je comprends bien, je pense que ça dépendra du format dans lequel on te demande de fournir les références. Si on te les demande par courriel, parce que très souvent, on n'a pas accès non plus au gestionnaire d'embauche ou à la personne, ou si c'est fait par une conseillère en ressources humaines ou quelqu'un avec qui tu as beaucoup plus accès, peut-être que tu pourrais avoir cette conversation-là avec la personne. Si la conversation n'est pas possible, je verrais bien dans un courriel lorsque tu remets ces références-là ou ce que tu en dirais plus. Bon, monsieur tel et tel est joignable à cette heure-ci. Voici le contexte pour ce poste-là. J'ai été 6 mois avec lui ou quelque chose comme ça. Tu donnes plus de détails dans ce sens-là. Je pense que c'est plus le format devrait être dépendra vraiment de la relation que vous avez avec l'organisation avec laquelle ou la personne avec laquelle vous avez eu à interagir dans le processus de recrutement. Je pense que le plus possible, si vous pouvez parler à quelqu'un, OK. Si autrement, je pense un courriel bien détaillé aussi. Pas trop long parce qu'on s'entend que les gens n'ont pas le temps de beaucoup lire. Puis c'est dommage, mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc ça va vite. Ces processus-là vont très, très vite. Donc allez juste au point et puis dire ce que vous avez envie de dire. Jean, Raphaël, vous avez quelque chose à dire? Oui, Jean. Oui, ben dans le fond, moi, je rajouterais tout simplement que c'est votre responsabilité, tout le processus d'embauche. Gardez ça toujours en tête, c'est vraiment votre responsabilité de bien préparer vos références. Et c'est des gens occupés la majorité du temps. Tout le monde est occupé. Donc, si on est capable de rendre ça très concis dans un courriel, moi, j'ai une pardon, pause tout aussi pour moi. Moi, j'ai une liste d'envoi justement à mes références que je leur donne des mises à jour. Même quand je ne recherche pas un emploi, tout va bien chez moi, vous autres, ça va bien. C'est une façon un peu de faire mon réseautage. Mais quand justement j'ai un poste en tête, je leur envoie justement une fiche d'information qui dit que vous allez être communiqué à plusieurs reprises au courant des prochains mois à la fin d'une référence. Je vais vous envoyer l'information.
individuellement par chaque compétition dont je participe, mais j'ouvre toujours la porte si vous voulez une rencontre afin de discuter justement ou si vous avez des questions par rapport à quoi répondre dans certaines choses. Donc, préparez-vous, puis prenez pas pour acquis que ces personnes-là ont tout le temps au monde pour tout formuler une belle réponse. Prenez votre carrière en main et disons, préparez-les le mieux possible. Ça serait mes conseils à moi. Effectivement. En fait, je pense que j'ai une bonne question de suivi qui vient de la part du Réseau national de la jeunesse ici. C'est comment expliquer aux gens pourquoi je suis à la recherche de nouvel emploi. Donc, Diana Bou, vous avez mentionné qu'il est important d'être juste au point. Là. Il ne faut pas avoir beaucoup de détails ou un grand courriel avec un gros message pour tout ça, mais je pense que c'est une belle question de suivi. Donc, je vais passer la parole à vous. Oui, il y a deux façons, mais je veux dire comment expliquer aux gens en général et puis aussi à vos références à vous. Mais si on veut dire comment expliquer aux gens en général pourquoi est-ce que je suis à la recherche d'un nouvel emploi, mais toutes sortes de raisons peuvent nous pousser à chercher un emploi d'un moment à un autre. Cependant, ce qui est vraiment important, il est extrêmement important de mesurer ces mots lorsqu'on parle de notre employeur ou de notre ancien employeur en expliquant à quelqu'un pourquoi on veut partir. Donc, n'oubliez pas qu'on vous juge par par vos faits et gestes et puis que tout ce que vous dites reflète beaucoup qui vous êtes. Donc, si je vous entends parler d'un employeur X ou d'une agence ou d'un département et puis vous dites certaines choses, ben, en tant que gestionnaire d'emploi, ben, je vais me dire, OK, peut-être que vous allez agir de la sorte quand vous allez quitter mon département aussi un jour. Alors, gardez ça vraiment en tête. Donc, évitez toujours de diffamer. Et puis, même si ce que vous avancez est vrai, donc simplement, c'est une règle d'or. Donc, comment pourriez-vous formuler une réponse justement plus diplomate? Parce que c'est ce qu'on veut, raisonnable et professionnel lorsque vous faites demander la raison pour laquelle vous cherchez un emploi. Parfois, disons que c'est un environnement qui est vraiment néfaste. L'environnement de travail n'est pas accueillant, c'est néfaste. Essayez d'éviter de centrer votre conversation, je dirais moi, sur la raison de votre départ qui est l'environnement qui est néfaste et tout. Essayez plutôt de mettre l'accent sur ce que vous voulez accomplir, les nouveaux défis que vous voulez relever. J'essaie de, peut-être quelqu'un d'autre va se centrer sur autre chose, mais ce qui vous interpelle dernièrement, la différence que vous voulez faire et vous pensez pouvoir faire dans tel ou tel domaine. Donc, vous pourriez faire, par exemple, vous savez, cela fait 5 ans que je suis dans ce ministère-ci. Je me suis donné 5 ans pour apprendre le développement ou de tel ou tel, tu sais, peut-être c'est les politiques internationales mais maintenant, je suis à un point où ce que je pense un département qui m'offrira l'opportunité d'une perspective internationale, d'enrichir mes compétences professionnelles ou d'agir dans un milieu ou agir dans une perspective culturelle, quelque chose de ce genre. Orienter plus vers ce que vous voulez faire et accomplir, c'est quelque chose que vous pouvez dire que j'aimerais beaucoup explorer ou je crois que j'ai beaucoup à offrir, j'ai de l'avenir là-dedans. Et puis, associer de choisir judiciairement auprès de je voulais dire, évitez de vider votre sac en quelque sorte à travers vous, parce que comme vous le savez bien, la petite rumeur, elle court. Et une fois que ça sort, vous pouvez plus, gérer l'information sortie. Donc, je ne dis pas qu'on ne devrait pas dire que l'environnement est néfaste, mais il y a un autre mécanisme, une autre façon, il y a un endroit précis où faire cela. Mais je pense que la règle d'or pour moi, c'est essayer plutôt de centrer votre raison sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez accomplir dans le futur et plutôt que vraiment de battre le fer et puis de parler du mal de votre employeur. Donc, je pourrais passer la parole à quelqu'un d'autre. Allez-y. Je suis entièrement d'accord avec ce que Diana Bou a dit. Je rajouterais aussi qu'il y a toute la question, pour renchérir là, sur ce que Diana Bou mentionnait, toute la question d'être centré sur le futur, c'est quelque chose qui peut être personnalisé aussi à l'endroit où vous souhaitez aller.
Donc, il y a toujours les phrases génériques, là. Je suis à la recherche de nouveaux défis. J'aimerais découvrir de nouvelles opportunités. Bon, ça, vous pouvez les ressortir à toutes les sauces, mais quand vous parlez à un employeur potentiel, à un gestionnaire d'embauche, de la raison pour laquelle vous souhaitez rejoindre leur équipe ou leur ministère, c'est toujours bon d'avoir une réponse qui est reliée à leur mandat, à leur livrable, à ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, puis que vous puissiez donner une réponse qui est vraiment axé sur leur travail pour qu'ils ressentent que vous avez pris la peine de faire de la recherche, vous avez pris la peine de réfléchir, vous voulez pas juste une job pour avoir une job, mais vous voulez spécifiquement cette job-là. Donc, j'ai déjà eu un incident un peu malheureux là, pendant une entrevue où je me suis trompée de ministère. En fait, je pensais que j'avais une entrevue avec Ressources naturelles, puis finalement, j'étais à Santé Canada. Bon, ça c'est par téléphone, tu sais. Ce genre de choses, quand tu appliques à 10-12 processus en même temps, des fois, tu perds un peu le fil. Bon, j'ai pas besoin de spécifier, j'imagine que je n'ai pas eu l'emploi. Entre autres parce que je parlais d'un mandat qui était tout à fait différent de ce que faisait le gestionnaire d'embauche. Donc, c'est le genre de situation que vous voulez éviter. Déjà, avant une entrevue, préparez-vous. Si vous pouvez faire jouer de votre réseau pour pouvoir parler à des gens qui travaillent déjà dans l'équipe ou le ministère qui vous intéresse, leur demander plus de détails sur comment ça se fait dans l'équipe et, si possible, donner une réponse qui est motivée par des valeurs. En autant là, que c'est relativement vrai, évidemment. Si, par exemple, vous voulez aller dans une équipe qui parle de diversité et d'inclusion, puis pour vous, c'est une passion, c'est quelque chose qui a vraiment un sens pour vous. C'est un excellent moment pour le mentionner, pour parler, par exemple, du bénévolat que vous faites relié à la diversité et l'inclusion, comment ça vous touche dans votre vie personnelle. Si vous voulez aller dans une équipe reliée aux langues officielles, que pour vous, le bilinguisme, c'est quelque chose que vous défendez depuis que vous êtes tout petit, c'est un bon moment pour le mentionner aussi. Si vous voulez aller travailler en Environnement Canada, vous êtes une personne qui se préoccupe beaucoup de l'avenir de la planète, c'est un moment de le mentionner. Donc, de ne pas juste se pointer puis de dire « je veux des nouveaux défis, je n'aime pas mon équipe ». J'aimerais une promotion. J'aimerais une promotion, c'est vraiment pas optimal en tout temps, je vais être honnête avec vous. Donc, idéalement, vous voulez plus parler de pourquoi est-ce que le rôle est bon pour vous et ce que vous allez amener au rôle aussi. Parler des compétences que vous souhaitez développer, mais aussi des compétences que vous avez déjà, que vous pouvez rajouter à l'équipe qui vont faire une différence pour eux. Je pense que c'est le genre de situation où vous avez beaucoup plus d'opportunités d'être vu positivement par le gestionnaire d'embauche. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse. Je vois qu'il nous reste tout simplement 10 minutes vers la fin de notre session. Et en fait, il y a beaucoup de questions qui sont posées de la part de nos participants. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est de poser toutes ces questions le plus possible. Donc, je vais poser la prochaine question. On va commencer avec Jean, parce que Jean, vous avez mentionné qu'il faut prendre votre carrière en main. Est-ce qu'il est moins bien vu de changer de poste alors qu'on est dans notre première année d'embauche par rapport à notre probation? Non, je dirais qu'il y a des opportunités qui peuvent arriver n'importe quand et des fois, il faut en prendre davantage. Moi, je dirais que pour moi, il y a définitivement un petit signal qui cloche un peu si je regarde un CV et les 8 derniers postes ont duré 6 à 12 mois. Là, je me pose des questions. Y a-t-il une raison? C'est-tu quelqu'un qui aime ça, bouger beaucoup? Si c'est le cas, fantastique. Il y a des programmes au sein du gouvernement, les agents libres, justement, que c'est ce genre de travail-là qu'on peut faire. Sinon, moi, c'est des questions qui m'inquiéteraient le plus. De dire pourquoi est-ce qu'on change à 6 mois, 12 mois? Les chansons que si j'embauche, ça va arriver pour moi aussi. Et puis, mon but, c'est d'aller un petit peu plus long terme que pour 6 mois ou 6 à 12 mois. Donc, moi, je dirais que ça ne devrait pas devenir une habitude. Mais oui, ça se fait absolument. Une nouvelle opportunité. Je suis en train d'embaucher quelqu'un, justement, qui est encore dans son année, qui est hyper qualifié. Puis, je pense pas que personne d'autre va voir ça comme négatif, justement, que cette personne-là accepte dans sa première année. Mais faire ça 5 fois d'affilée, c'est une autre histoire. Je peux peut-être rajouter un peu, Jean, sur ce que tu dis. C'est important parce qu'on a très souvent vu ça et puis on le voit souvent aussi, les gens qui prennent des congés, les gestionnaires d'embauche, quand ils voient des trous, c'est des billets qu'on a ou que les gens ont en général. Moi, je dirais, prends le téléphone, appelle la personne. Si tu vois une candidate ou qu'un candidat intéressant, je l'ai fait, je pose la question. Pourquoi est-ce qu'on se déplace aussi souvent ou le trou était dû à quoi? Donc, pour aller chercher un peu plus, je comprends qu'on ne peut pas toujours faire ça quand on a un nombre de candidats, mais je pense que ça vaut la peine parfois avant d'éliminer quelqu'un d'en savoir plus sur certaines choses parce qu'ils peuvent avoir des raisons valables, c'est sûr. Bon, merci à vous deux pour ces réponses.
Je vois maintenant qu'il y a deux questions qui sont pareilles ici et je vais poser cette question à Raphaël. Vous avez parlé de micromissions. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations par rapport à ça et comment est-ce qu'on peut trouver des micromissions? Mhm. Oui, c'est une bonne question. Donc, je ne sais pas combien parmi vous là, sont familiers avec JC Collab, en fait, qui est une plateforme là, au sein de la fonction publique. C'est un média social qui est utilisé pour les fonctionnaires. Bon, je sais qu'entre les branches, là, on est en train de voir s'il y a plusieurs plateformes du GC qui vont éventuellement pouvoir être déplacées vers une plateforme consolidée. Là, donc, ça s'en vient bientôt. Vous pouvez rester à l'affût pour ça. Mais en gros, pour pouvoir rejoindre des offres de micromission, il s'agit d'aller sur, je connais juste le terme en anglais, malheureusement, le Jobs Marketplace. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui pourra me dire c'est quoi en français, mais qui fait partie de la plateforme de JC Collab, en fait. Donc, vous allez voir le petit onglet en haut. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous amener, en fait, à une étendue d'offres d'emploi qui sont généralement pour des affectations ou pour des micromissions. Donc, vous pouvez filtrer en fonction de ce que vous recherchez, puis vous allez voir, entre autres, des offres de micromission, ou vous pouvez même vous-même là, publier quelque chose qui décrit un peu vos compétences, vos attitudes, ce que vous recherchez, puis qui ajoute que vous êtes à la recherche de micromission. Ça peut être une option. Puis il y a aussi l'option un peu plus active d'aller lire les différentes offres d'emploi de micromission qui existent et de contacter la personne contact qui est indiquée sur la publication. Ah, le carrefour de carrière. Merci Marc-André. Voilà. Donc, carrefour de carrière en français. Ça peut être une option. Vous avez aussi une option un peu plus informelle qui est d'envoyer des courriels à des gestionnaires que vous connaissez et de leur demander, si vous savez qu'ils travaillent sur un projet très intéressant, par exemple, s'il y aurait possibilité d'arranger une micromission. Ça peut être une approche qui est un petit peu plus ciblée. Si vous avez des bonnes relations avec d'autres gestionnaires, par exemple, et que vous adorez ce sur quoi ils travaillent, peut-être que les projets sur lesquels ils travaillent seraient un bon complément pour votre CV à ce que vous êtes déjà en train de faire. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'opportunité de faire dans votre travail de tous les jours. Ça peut valoir la peine de les approcher directement aussi. Puis le pire qui va se passer, c'est qu'ils vont vous dire que malheureusement, c'est pas possible, ou votre gestionnaire va peut-être vous dire malheureusement, on a trop de travail en ce moment, c'est pas possible. Mais souvent, quand votre gestionnaire va vous dire ça, c'est possible de discuter avec l'UL puis de voir est-ce que dans le futur, il y a un moment où ça va être possible. Est-ce qu'on peut s'entendre sur un échéancier qui va faire en sorte que les besoins de l'équipe vont être comblés, mais moi, j'aurai la possibilité de faire une micromission quand il y aura un petit peu moins de demandes de clients traités, par exemple, un petit peu moins de travail à faire. Ça, c'est toujours une possibilité. C'est très rare qu'un gestionnaire va vous dire non pour le futur, pour les 5 prochaines années, c'est pas possible de faire des micromissions. Souvent, quand on vous dit non, c'est simplement parce qu'il y a une urgence en ce moment. Mais c'est toujours possible de planifier à moyen terme là, pour vous permettre d'aller enrichir votre CV ailleurs. Bon, merci beaucoup, Raphaël, pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Jean ou Dianabou? Parfait. Donc, je dirais tout simplement que c'est important de savoir la différence entre justement une micromission. Une micromission, ton salaire reste payé au sein de ton ministère. C'est quelque chose de temporaire. Souvent, mettons, une journée par semaine pour aller aider un autre projet, soit au sein de l'organisation ou à l'extérieur de l'organisation dans un autre ministère. Donc, c'est une approche qui permet justement ce partage-là de ressources pour aligner vers les priorités. Donc, il y a très peu de formalités. Donc, c'est souvent une approche utilisée pour un projet ad hoc avec un partenaire qui existe déjà au sein d'un autre ministère. Donc, je voulais juste le définir un peu parce que c'est pas comme justement un assignment, secondment dans un autre ministère. Parfait, merci beaucoup. Donc, je crois qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, je vais poser cette prochaine question qui pourrait être notre dernière. Et c'est un peu longue. Donc, encore, c'est par rapport aux références. Que faire lorsque notre gestionnaire est intérimaire et qu'il est également candidat sur le même concours que nous? Cela est arrivé à cette personne plusieurs fois pendant sa carrière et elle a même vu une gestionnaire de longue date lui refuser de servir de référence alors que c'était la seule personne où elle a pu demander cette référence. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation qui est en fait très intéressante? Je ne sais pas qui veut commencer à tenter de nous donner une réponse, mais... Je peux donner un petit bout, puis ensuite je laisserai... Déjà ben, on peut le constater que c'est une situation conflictuelle. Ben, c'est un peu, il y a un conflit là, disons, n'est-ce pas? Si le gestionnaire est déjà, il fait partie du même bassin, ben ou du même processus, ben je dirais que c'est quasi impossible pour lui
de se prononcer là-dessus. Donc, ça serait d'aller, comme Raphaël avait dit, aller chercher d'autres personnes au sein de l'organisation ou ailleurs pour servir de référence. Je pense juste cette question-là, le fait que les deux soient sur le même processus fait en sorte que ça serait vraiment pas l'idéal. Et puis, de procéder avec cette personne-là comme référence. Raphaël, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je suis entièrement d'accord avec toi, Diana Bou. Je pense qu'il y a un conflit d'intérêts qui est assez clair dans la prémisse de la question. Je compatis avec la personne qui a vécu ça dans le passé. En même temps, je me dis félicitations parce que ça veut dire que vous êtes assez ambitieuse si vous appliquez sur le même processus que votre gestionnaire par intérim. Probablement que vous visez quand même assez haut, donc c'est fantastique. On est bien content pour vous de ça. Mais oui, absolument. Évitez en fait, là, en règle générale, toute référence qui a un conflit d'intérêts. Donc, ça implique d'autres candidats à la même position, mais ça implique aussi là, toutes les personnes que Diana Bou mentionnait au début. Donc, je sais que j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui dit « Ah, ça arrive pas souvent sans qu'on utilise des parents comme référence », mais de manière générale, n'importe qui de votre famille, même s'il travaille à la fonction publique, c'est pas des références fantastiques. Les rumeurs courent assez vite, il y a toujours un risque. Des amis de la famille, même, j'aurais tendance à faire attention, on ne sait jamais. C'est un petit monde de la fonction publique. Idéalement, vos références, ça serait des gens qui vous connaissent d'abord professionnellement. Ensuite, s'ils deviennent vos amis, c'est fantastique. Mais vous voulez idéalement que le lien ait été fait dans un contexte professionnel puis qu'eux n'aient rien à gagner personnellement de vous recommander pour le poste. Je dirais que ça va être la meilleure manière là, de vous assurer qu'il n'y a pas d'enjeu qui pourrait avoir porté atteinte à votre réputation par la suite si ça venait à être reçu. Là, je ne sais pas, Jean, ce que tu en penses. Parfait. Un thumbs up, c'est parfait. Donc, je crois qu'avec ça, malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les autres questions qui sont posées. Il y a un bon nombre qui restent là, mais je pense que je suis correct en disant que vous, les participants, vous avez accès à nos panélistes. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions à eux après cette séance parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils possèdent quand même. Et n'hésitez pas de continuer de diversifier vos réseaux. Donc, juste pour conclure, j'aimerais savoir si parmi nos panélistes, vous avez des mots de conclusion. Est-ce qu'il y a des choses ou des messages que vous aimeriez laisser à nos participants, juste en 30 secondes ou même 1 minute? Je vais commencer avec Jean, si ça c'est d'accord. Oui, non, absolument. Encore une fois, c'est important, quand vous rentrez dans n'importe quel processus, n'importe quelle phase d'un processus d'embauche, prenez le temps, soyez stratégique, planifiez la meilleure intervention, planifiez vos questions à vos références lors de l'entrevue. Le plus d'efforts qu'on met, le plus que ça ressort, ça c'est sûr. Et encore une fois, c'est important de le dire, on est au gouvernement, oui, c'est très formel, mais d'où encore l'importance de s'assurer qu'on se prépare le mieux possible pour en arriver. Et je vous souhaite bonne chance. Je vais faire mon propre petit plug. Moi, je suis toujours en mode d'embauche, donc je suis sur LinkedIn. Je mets souvent justement des posters. J'en ai partagé un justement hier, donc si jamais vous voulez vous connecter, pardon, ça va me faire un grand plaisir. J'accepte toute invitation de fonctionnaires justement pour cette raison-là, pour continuer le réseautage. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci. Parfait, merci à vous. Je pense que vous allez recevoir des centaines de candidats maintenant. Donc, maintenant, peut-être à Raphaël. Merci beaucoup. Je tenais d'abord à remercier tous les participants. J'ai vu que le chat était super animé. Il y avait un bel engagement. C'est toujours beau à voir pour nous, surtout dans un contexte virtuel où on ne voit pas vos beaux visages. C'est le fun d'avoir cette animation-là qui, dans le fond, nous permet de confirmer que ce qu'on dit est pertinent pour vos besoins, parce que c'est toujours ça notre première préoccupation. Donc, gênez-vous pas si vous avez de la rétroaction pour nous, pour le réseau. Ça nous fait toujours plaisir de l'entendre. Puis, juste personnellement, j'aimerais finir en vous conseillant, dans le fond, d'être proactif puis de ne pas abandonner. Je sais que ça peut être extrêmement décourageant d'appliquer à des processus et de se faire refuser ou de ne pas avoir de nouvelles sur une période de temps prolongée. J'ai vécu cette situation-là, puis je vous dirais à chaque fois que je vise un changement de carrière, c'est toujours quelque chose qui va se produire à un degré plus ou moins considérable, selon le caractère ambitieux du changement de carrière que je considère. En règle générale, je vous dirais, plus vous sortez de votre zone de confort, plus ça risque d'être long et difficile, mais en même temps, ça peut en valoir la peine. Puis,
je pense que l'erreur qu'on peut faire, c'est de se retrouver à prendre uniquement des opportunités où on est très, très confiant qu'on va l'avoir, on est peut-être surqualifié pour éviter l'échec. Je vous dirais, c'est probablement à long terme là, une stratégie qui va vous nuire, en fait, en termes de développement professionnel, en termes de capacité aussi à apprécier sincèrement ce que vous faites, surtout si vous sentez que vous êtes sous-utilisé dans votre emploi. C'est peut-être un indicateur que vous pouvez sortir un petit peu de ce que vous savez déjà faire, essayer d'aller acquérir des nouvelles compétences, essayer de faire jouer votre réseau. Pas juste se confiner là, au cycle métro, boulot, dodo, mais vraiment essayer de devenir un meilleur employé, de contribuer mieux, mais aussi d'apporter plus de ce que vous êtes dans votre travail quotidien. Puis je vous dirais, c'est ça qui va vraiment faire la différence en termes de votre motivation à long terme sur l'échelle d'une carrière, puis en termes de votre satisfaction le matin quand vous vous réveillez, puis vous dites, je m'en vais travailler. C'est que ça demeure quelque chose de plaisant. Je vous dirais au moins 95% du temps, là, moi, c'est mon objectif. C'est ça que j'essaie d'atteindre. Donc voilà, je vous encourage à continuer à essayer, puis à continuer à prendre des risques. Parfait. Merci beaucoup, Raphaël. Et finalement, à Diane Abou. Rapidement, merci tout le monde. Oui, comme Raphaël le dit, c'est un peu, on ne voit pas les gens, mais on sait que vous êtes là. Alors, merci d'avoir été présent. Merci aussi au réseau des jeunes fonctionnaires d'avoir organisé, nous avoir invités pour ça. Moi, je vous laisserai juste, il y a un petit quelque chose. Je me dis toujours, partout où on passe, on laisse une marque. Alors, je vous conseillerais, et puis je vous inviterai à travailler avec vos superviseurs, à travailler avec vos collègues, à laisser une marque positive partout où ce que vous allez essayer le plus de le faire parce que ce sont ces gens-là qui vont être les gens qui vont parler de vous dans le futur. Donc, essayez le plus possible de créer ces liens-là, créer des réseaux à l'externe aussi et puis d'être le plus positif possible. Je sais que c'est pas toujours facile. J'ai voulu parler du côté négatif un peu où est-ce que les gens n'avaient pas trop accès à leur superviseur et je sais que c'est une réalité. Alors, essayez de créer ces relations avec vos superviseurs. On l'a tous vécu où est-ce que ces personnes-là sont censées être les personnes qui nous soutiennent, mais c'est pas toujours le cas. C'est dommage, mais c'est la réalité. Alors, essayez d'élargir vos réseaux et puis de chercher des coachs et des mentors à l'extérieur de l'organisation aussi, qui peuvent être des gens sur lesquels vous pouvez vous baser pour beaucoup plus de choses aussi dans votre carrière. Alors, c'est ça, continuez comme Raphaël le dit, ne lâchez pas et vous avez accès à nous. Si jamais vous avez des questions pointues auxquelles on pourrait répondre, n'hésitez surtout pas, on est là. Merci beaucoup. Au revoir. Parfait. Merci à vous trois d'avoir participé comme panélistes à notre séance aujourd'hui. Et merci à tous nos participants aussi d'avoir joigné à nous. Donc, les liens vers les ressources aujourd'hui se trouvent sur la page wiki de Compte de carrière et le lien est partagé dans l'espace de discussion maintenant, je crois, ou sinon, ça va apparaître momentanément. N'oubliez pas d'aujourd'hui que vous pouvez assister à d'autres sessions de Compte de carrière dont la séance Influencer votre réputation qui débutera dans quelques minutes. Pas dans quelques minutes, mais dans une trentaine de minutes à 13h, heure de l'Est. Plus tard aujourd'hui, assurez-vous de participer à l'événement de réseautage de Compte de carrière 2022 à 16h30, heure de l'Est. Le lien est aussi disponible dans l'espace de discussion. Et encore une fois, un gros merci de tout le monde d'avoir été des nôtres et bon Compte de carrière 2022. Merci encore et passez une très belle journée.